Comme d'habitude, depuis maintenant quelques années, on débute ces rencontres avec une présentation de chiffres, les grandes tendances, le baromètre de Guy Rafour. Donc Guy, merci de nous rejoindre sur scène. Et donc Guy va vous présenter de façon assez complète les résultats donc, de son baromètre qui a été donc présenté pour la première fois en juin sur Paris lors de la journée qu'organise Guy Rafour. Et donc là, vous aurez la substantifique moelle de ces éléments. Baromètre auprès des internautes français, mais aussi auprès des agences de voyage. Bien, merci, bonjour à tous. Très content d'être là à nouveau, puisque la balle a été saisie très rapidement apparemment par la région Aquitaine, et félicitations, parce que ce n'est pas toujours une réactivité qu'on trouve dans toutes les régions. Et on voit le succès aujourd'hui, donc bravo et merci, parce que ça permet de s'exprimer, et merci à l'équipe et au nouveau maire du Palais Beaumont, apparemment autoproclamé. Voilà, donc je vais vous dresser donc des chiffres principaux au niveau du tourisme, et puis effectivement avec deux études, dont une qu'on vient de terminer il y a 15 jours. Juste deux mots, donc le cabinet que je dirige, je l'ai fondé en 1988, donc ça fait 23 ans, inlassable d'analyse et de recherche dans le domaine du tourisme, et avec donc toute la naissance du e-tourisme. Donc c'est un parcours tout à fait passionnant auquel je tiens, et voilà, qui permet vraiment de comprendre ce qui est en train de se passer, et les bouleversements sont extrêmement rapides en dehors de tous ceux qu'on peut entendre actuellement par ailleurs. Alors ce baromètre dont les chiffres vont être présentés, c'est une étude face à face à domicile avec un entretien qui dure 45 minutes avec 1100 Français, représentatifs de la population française, par quota croisé. Donc ça permet finalement de partir du français pour aller vers le e-tourisme, c'est-à-dire partir vraiment de toute personne qui a 15 ans et plus de manière représentative, et après savoir finalement son taux de départ et la manière dont ils ont préparé ou réservé en ligne. Donc voilà, c'est une méthode de l'entonnoir. Ça fait 9 ans qu'on le fait, et du coup ça permet de mesurer les évolutions dont certaines vous seront montrées aujourd'hui. Une partie les principaux chiffres de cette présentation seront sur SlideShare, donc vous pourrez les retrouver. Et puis là, évidemment, profitez des commentaires, et puis n'hésitez pas à tweeter, mais écoutez quand même avant de tweeter. Et puis, évidemment, à poser des questions ensuite. Je serais ravi d'y répondre. Et puis donc des résultats d'une étude, on fait depuis 6 ans des baromètres auprès des agents de voyage. Pourquoi les agents de voyage? Ce sont des gens qui voient les touristes en face à face, qu'on ne fait pas avec le e-tourisme, sauf à voir après les gens arriver fort heureusement dans les régions. Mais les agents de voyage voient ces clients tous les jours. Et donc vous verrez que leurs avis sont extrêmement pertinents. Voilà. Sur le bilan de taux de départ pour l'année 2010, puisque le prochain on le fera en janvier-février 2012 pour l'année 2011, donc là c'est le bilan de l'année 2010, on a eu pour un taux de départ qui cumule en tourisme de loisirs, c'est vraiment le tourisme au sens strict, c'est-à-dire partir en vacances, même si on va dans l'hébergement non marchand. Donc en court séjour marchand et en long séjour marchand ou non, le total du taux de départ des Français en 2010 a été de 61% chez les 15 ans et plus. Donc on a eu une embellie pendant l'année 2010 par rapport aux 7 années précédentes. C'est la première fois on avait enfin un taux de départ qui augmentait, puisque ça fait près de 32 millions de Français qui sont partis en 2010. Vous voyez la répartition entre les courts séjours, donc marchands, donc on a payé un hébergement, 43%, ça fait près de 14 millions de personnes. Les longs séjours marchands, donc là où on a également dépensé de l'hébergement marchand, donc près de 18 millions de personnes, et puis le non-marchand qui est important, et qui cette année 2011, on le voit dans les tendances, augmente par rapport à ce qui se passe évidemment, qui est d'un peu plus de 17 millions d'individus, donc 54%. Et puis il y en a qui ont fait les deux. Le taux de départ moyen en long séjour est de 1,8, donc voilà, il y a forcément, heureusement, des taux de départ. Alors, on a dit par exemple que les gens étaient moins partis à la Toussaint, mais ce ne sont pas des vacances qui traditionnellement sont des vacances marchandes, sont plutôt des vacances en famille, amis. Par contre, on met de l'argent de côté pour les vacances d'hiver, pour un peu plus à Pâques, et puis surtout l'été. Voilà. Alors, ce qui est très important, et vous venez de le rappeler, l'importance du secteur économique que représente le tourisme, puisque c'est bien que ce secteur ait cette opinion de la part des individus, c'est qu'on a un besoin vital de partir. C'est vraiment mesuré depuis des années.
Pour ceux qui sont partis en long séjour marchand, vous voyez, il est de 54%, ce besoin vital, c'est-à-dire qu'on est prêt à sacrifier d'autres dépenses pour pouvoir partir. Ça, c'est quand même un phénomène très important. Il y a d'autres secteurs qui sont touchés, par exemple l'automobile, l'immobilier, des biens durables, alors que le secteur touristique, l'énorme avantage, c'est que c'est la prestation de services. Et donc, à partir du moment où on a les moyens, même mis de côté des fois difficilement, mais de partir, on part parce qu'on a ce besoin de partir. Et donc ça, c'est une constante et c'est quelque chose de très important. Et vous voyez parallèlement à droite, vous avez l'opinion des agents de voyage qui, eux, reçoivent donc des gens face à face. Ce sont des agences de voyage traditionnelles qu'on interroge. Vous voyez qu'eux constatent, et là, plus fortement forcément, ce sont des gens qui sont déplacés, ce besoin vital de partir. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut surfer, si on peut dire. C'est cette volonté vraiment farouche, fort heureusement, de vouloir partir et de découvrir de nouvelles régions, comme on en découvre aujourd'hui en étant à Pau. Voilà. Par contre, et ce traitement croisé des données est très important pour vous. Il y a plusieurs chiffres, donc je le fais rapidement, mais les CSP+, donc catégorie supérieure, donc CSP professionnel plus, partent à 86%. Bon, donc on le sait, mais regardez tout en bas, ils ne représentent que 18% des Français partis. C'est-à-dire que quand on vise du haut de gamme, finalement, on a globalement, disons, une masse de population qui est relativement faible, entre guillemets, mais qui a un fort pouvoir d'achat et qui part. Donc il n'y a pas de souci pour eux, 86%. Par contre, donc, vous voyez à côté, 46% des Français partis, et c'est eux qui ont fait l'embellie pour 2010, mais c'est une embellie qui est fragile, puisque on voit depuis des années finalement un revenu, enfin un total des revenus disponibles des ménages qui a tendance à stagner. Les charges contraintes, par contre, qui augmentent, qui vont augmenter encore plus, puisqu'il y a encore de nouvelles annonces depuis hier soir. Donc les charges contraintes augmentent, et donc la différence entre les revenus et les charges contraintes, c'est ce qu'on appelle le revenu libéré, et c'est à partir de ce revenu libéré que l'on va pouvoir partir. Donc forcément, si ce revenu libéré baisse, mécaniquement, le départ peut être amoindri, ou en tout cas en marchant prestation. Hein. Puisqu'en marchant, au contraire, ça permet d'économiser les moyens de transport. Bon, peut-être moins loin quand même. Alors, pour les employés, ouvriers et professions intermédiaires, vous voyez 46% des partants, ils sont à 62% à partir. Mais encore une fois, avec une fragilité compte tenu de leur CSP. Les commerçants, artisans, agriculteurs, ils partent à 63%, mais ils ne représentent que 7% des partants. Les retraités, ils représentent 24% des partants. Ils partent depuis des années à 50-50. Il y en a qui partent et d'autres qui ne partent pas. Et puis les étudiants inactifs pour des questions de moyens, parce qu'ils ont énormément envie de partir, mais ils ne représentent que 5% des partants de 15 ans et plus. Voilà, donc ça permet de bien comprendre que derrière, vous voyez, une moyenne qui est de 61% des taux de partants, il y a une réalité qui est extrêmement différente, de 46% à 86% de différence selon les CSP pour les taux de départ. Alors là, ce sont des données sur les taux de départ sur les destinations. Alors, les Français qui sont partis uniquement en France, ils sont, sur les Français partis, 68%. Donc, vous voyez, près de 22 millions qui sont partis uniquement en France. Et c'est une embellie, d'ailleurs, par rapport à 2009, puisque, et vous l'avez pu le constater au niveau de vos territoires, il y a eu plus de 2,7 millions de plus qui sont partis exclusivement en France entre 2009 et 2010. Et vraisemblablement, en 2011, il y a également un phénomène sur la France. Uniquement à l'étranger, c'est 20% des Français partis, mais ça a baissé de 200 000 personnes entre 2009 et 2010. Donc c'est une tendance, vous voyez, de partir uniquement à l'étranger qui était plutôt à la baisse. Et France et étrangers, 300 000 personnes de plus, disons une quasi-stagnation. Donc vraiment, pour 2010, ce qu'il faut retenir, c'est cette embellie sur le taux de départ en France, qui s'explique pour beaucoup de raisons. Vous savez que quand un Français part en France, à 81%, il prend son véhicule personnel, et donc c'est facile à organiser au niveau du transport, bien entendu. Ensuite, il peut évidemment, c'est une monnaie qu'il connaît parfaitement, ce sont des prestataires qu'il connaît, donc ça lui permet de faire, et on le verra tout à l'heure dans les nouveaux comportements, beaucoup plus d'achats en direct, beaucoup plus également de non-marchands sur une partie de ses jours, et donc forcément quelque chose de facile à organiser et jusqu'à la dernière minute. Donc toutes ces raisons, en plus bien entendu de ce qu'on nous dit souvent et qui est vrai, qu'on a un très beau pays.
Mais au-delà du cocorico du pays, il y a quand même des raisons aussi très pratiques qui font qu'on part davantage en France. Alors, le total, vous voyez, France métropolitaine, c'est 80% si on ajoute entre ceux qui sont partis exclusivement et les deux, et puis pour l'étranger, donc 10 millions de personnes, voilà, qui est finalement, ces 10 millions, on les retrouve depuis 9 ans, il n'y a pas d'évolution majeure sur le taux de départ à l'étranger. Et puis bon, en 2011, on verra, mais avec tous les événements qu'il y a eu, forcément, la France sera en hausse. Alors ça, ce sont des données qui ne sont pas extraites de notre baromètre, qui sont de la DG6, mais qui sont toujours très intéressantes. Donc on les a mises en graphique là, ça date d'il y a à peine 10 jours, le traitement. Vous avez, sur les voyages réservés en France, vous avez donc 82 millions de voyages réservés par les Français pour l'année 2010. Alors vous voyez, ce qui est très important, c'est de voir après la répartition entre France métropolitaine et puis étrangers plus d'hommes. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit que quand un Français part en France, ce que je viens de vous évoquer, ils ne sont que 6% à passer par une agence de voyage ou un tour opérateur. C'est pour ça que quand les agences se disent, ou les tour opérateurs, on veut vendre davantage la France, c'est vraiment extrêmement difficile parce que dans les faits déjà, il n'y a que 6% des Français qui intermédient le séjour en France. Par contre, quand ces Français partent à l'étranger, mais vous l'avez vu tout à l'heure, juste avant, il n'y a que 10 millions de personnes qui partent à l'étranger, par rapport donc aux autres qui partent en France. Mais là, par contre, on intermédie à 47% auprès d'agences de voyage et tour opérateurs. Pourquoi? Parce que là, au contraire de ce que je vous évoquais pour la France, on ne connaît pas le pays, on a besoin de conseils, de rassurance, d'avoir peut-être quelque chose de beaucoup plus particulier, de plus compliqué. Et puis, il y a les aspects sécuritaires de SAV. Et donc là, on intermédie. C'est-à-dire que le Français sait bien quand il a besoin ou pas d'une intermédiation. Et on le voit donc là très fortement constaté. Et puis le gros pavé vert, ce sont directement prestataires de services. Vous voyez la part pour la France. 65% pour la France vont directement aux prestataires de services, d'où l'importance de ce qui a été cité tout à l'heure, qu'effectivement il y ait les possibilités de réservation. Parce que quand on a fait toute la procédure, par exemple, en ligne, et qu'in fine on ne peut pas réserver, on va aller voir ailleurs. Et ça, c'est évidemment une difficulté pour ceux qui ne le sont pas encore. Donc 37% par contre quand on va à l'étranger. Donc vous voyez très bien la description ici des modes d'intermédiation. Alors, derrière ces données, il y a également de nouveaux facteurs et des nouveaux comportements de consommation touristique qui sont extrêmement importants. On a commencé à les mesurer lorsqu'il y a eu la faillite de Lehman Brothers en octobre 2008, puisqu'on a senti qu'il y avait un virage systémique qui est confirmé bien malheureusement, et que quelque chose avait changé. Et on s'est dit ça aura forcément des conséquences sur le secteur. Et donc on a fait beaucoup d'exploratoires, donc on a réuni des réunions de groupe avec donc près de 200 personnes qui ont été vues en face à face, et on leur a dit si, etc., qu'est-ce qui se passerait. Et donc on a extrait de ce travail qualitatif exploratoire donc 21 nouveaux comportements de consommation touristique qu'on a commencé à mesurer quantitativement la première fois en janvier-février 2009, puis une deuxième fois en 2010, une troisième fois en 2011. Et là, je vais vous montrer les résultats donc pour 2011, donc pour cette année, comparé à ce que perçoivent les agents de voyage. Mais déjà, ce qui est très important, derrière ce taux de départ, toutes ces catégories socio-professionnelles, ces départs en France et à l'étranger, on a déjà 92% des Français qui ont adopté de nouveaux comportements de consommation touristique. Donc vous voyez à quel point les choses vont vite, et qu'il y a une adaptation absolument incroyable à faire pour les acteurs du tourisme, puisque le consommateur change à une vitesse phénoménale. Voilà, donc on a même découvert que les neutrinos allaient plus vite que la lumière. Donc, et là, au niveau des comportements, on peut dire que ça change très vite. Le premier comportement des Français, et qui est dû pour beaucoup évidemment au contexte économique, c'est pas forcément d'acheter le moins cher, mais parce qu'ils veulent réussir leurs vacances. Et d'ailleurs, on leur avait posé la question dans le baromètre, 66% des Français estiment qu'ils ont très réussi leurs vacances, 33% réussi. C'est-à-dire que globalement, les Français réussissent leurs vacances. Mais ils y passent beaucoup de temps à les préparer. Ils demandent beaucoup les avis, on va le voir tout à l'heure, notamment avec le e-tourisme. Au niveau des nouveaux comportements, eh bien, la comparaison des prestations, c'est le numéro 1 sur 21 nouveaux comportements mesurés et de très loin devant. Et alors, vous voyez à droite, vous voyez que la comparaison est également perçue par les agents de voyage pour leurs clients comme numéro 1.
Donc c'est vraiment un phénomène majeur, c'est cette notion de comparaison. Voilà. Et là, évidemment, le net joue beaucoup là-dessus. Le deuxième nouveau comportement des Français, c'est s'y prendre de plus en plus tôt pour profiter de réductions. C'est ce qu'on appelle le early booking, ou les premières minutes. Et effectivement, ça a été la poule et l'œuf, c'est-à-dire qu'il y a eu un début de prestations de ce type-là il y a 4-5 ans, et puis finalement, ça s'est généralisé. C'est-à-dire que tous les acteurs économiques, pour sécuriser les prestations, parce qu'ils allotent beaucoup d'hébergement, de transport, d'activités de loisirs et autres, ont fait des prix plus bas quand on réservait tôt. Et donc, ça a pris parce que les gens qui sont sûrs de pouvoir partir, qui ont mis un budget de côté et autres, finalement réservent de plus en plus tôt. Et donc ça, c'est un phénomène incroyable parce qu'on voit ce taux de départ, cette réservation tôt, 3-4 mois avant, ensuite ça baisse, et puis ça réaugmente les 15 derniers jours. Donc on est vraiment dans une courbe comme ça au niveau des dates de réservation, qui évidemment on va prendre en compte pour les acteurs touristiques, parce que ça veut dire prévoir longtemps à l'avance et en même temps être prêt jusqu'à la dernière minute à accueillir des touristes. Ça, c'est quand même très important. La troisième caractéristique, et on l'a vu tout à l'heure dans les chiffres France, c'est d'acheter de plus en plus en direct auprès des prestataires, sans intermédiaire. Donc ils se font leur package dynamique eux-mêmes. Et puis pourquoi, là aussi, le net a été une révolution, c'est qu'il permet à chaque acteur touristique, quelle que soit sa taille, évidemment, d'être visible en ligne. Et il faut se rendre compte quand même de la révolution que ça peut comporter, puisque par le biais des mots-clés, tout simplement, ça permet à un petit hôtel, à un petit acteur touristique local, à un petit parc de loisirs ou autre, d'être visible sur la toile. Et ça, c'est quand même un atout incroyable, et de pouvoir évidemment réserver les prestations chez lui. Et donc les gens, comme ça, construisent leur autotour pour leur séjour. Le quatrième, et ça a été constaté bien malheureusement, dû à la conjoncture, la réduction des achats sur place. Donc on part, on fait attention, on roule moins vite, on prend des voitures de plus petits cylindrés quand on les loue, on essaie d'avoir des billets Prems ou low cost et autres, où on fait du covoiturage, ce qui est bon pour l'environnement, mais en même temps on réduit quand même les achats sur place, et donc on fait plus attention, moins d'achats à la carte, moins de dépenses de boissons et autres, de cadeaux et de souvenirs. Et puis le cinquième, justement, c'est de réserver de plus en plus ces séjours sur Internet. On va voir les données concernant le e-tourisme et prendre le moyen de transport moins cher quand c'est possible, bien entendu. Mais vraiment, le succès du covoiturage est un succès C2C, donc consumer to consumer, entre particuliers, qui est phénoménal. Et voilà, hier soir, on a failli le faire, d'ailleurs, pour revenir de l'aéroport, puisque il y avait des grèves de navettes et puis il n'y avait plus de taxis. Mais finalement, j'ai alpagué une navette qui arrivait in fine, on a pu arriver en covoiturage de bus. Ensuite, donc, au niveau des agents de voyage, vous voyez, toujours la comparaison en premier, ils demandent davantage la vie. L'agent de voyage s'aperçoit que les consommateurs vraiment demandent la vie, et c'est un phénomène majeur. D'ailleurs, on le voit ici par les capacités de tweeter, de partager l'information, donc dans un communautarisme numérique, mais où derrière il y a fort heureusement encore des gens, eh bien la vie, c'est quelque chose d'important. Et je vais revenir dessus avec des données précises, puisque c'est un phénomène majeur. Maintenant, on demande donc de plus en plus la vie avant de partir. Réserve de plus en plus sur Internet, on reviendra dessus, et ça, les agents de voyage eux-mêmes le constatent. S'ils prennent à la dernière minute, ça c'est l'autre phénomène que je vous disais de la dernière minute. Et puis le transport, et ils retrouvent le direct. Mais ce que vous voyez qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve sur 21 nouveaux comportements, que ce soit chez les Français, sur les 6 des Français, on en retrouve 4, ces agents de voyage, donc ce sont vraiment des comportements profonds qui sont ancrés chez les gens. Voilà, pour les internautes. Alors les internautes, au sens large, puisque cette année, en janvier, cette année, dans le baromètre, on avait inclus évidemment tout type d'accès à Internet, tablettes et compagnie. Bon, les tablettes, il y en a 1,4 million en France, c'est pas encore l'explosion, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en train d'augmenter. Mais sinon, évidemment, le succès de l'Internet mobile, on va revenir dessus, parce que j'ai donné également. En tout cas, donc on a inclus tous les moyens, le Wi-Fi, les cybercafés, au domicile, à la faculté, à l'école, chez les amis, la famille, etc. Donc, en tout cas, on arrive à une utilisation au moins les 12 derniers mois d'Internet à 73% de la population de 15 ans et plus, c'est-à-dire 38 millions de Français. Ça, c'est le constat sur le taux de pénétration de l'Internet. Vous voyez qu'on était donc à 40%
en 2002, c'est la première année où on a commencé le baromètre, donc 40% en 2002, 73% en 2003, oui c'est décalé là, les données, et 73% donc en 2010. Donc vous voyez qu'en à peine 7 ans, la projection, ça peut avoir, puisque vous avez c'est une population qui a augmenté un petit peu, évidemment la population de 15 ans et plus, elle augmente environ de 300 000 personnes par an, mais vous avez une augmentation de 18 millions de personnes qui se sont connectées en 7 ans. Pour démontrer le bouleversement que ça peut créer dans des professions. Bien entendu, il y a toujours la personne qui veut partir, il y a toujours l'acteur de l'offre, mais l'infomédiation entre les deux a bouleversé toutes ces relations, avec en plus l'apparition très forte du C2C. Et donc, tout ceci a forcément créé de nouveaux paradigmes de l'offre et de la demande. Alors, quand on regarde le taux d'internautes par rapport à l'âge, puisque c'est celui que je vous ai mis là, parce que c'est le plus important, il y a un facteur générationnel, puisque souvent les gens disent « mais est-ce que c'est inéluctable ?» Bien entendu, ça l'est, puisque c'est un phénomène générationnel. Quand vous voyez les 15-24 ans, ils sont à 95%, ils ont accédé à Internet à 95%, on tombe à 36% pour les plus de 65 ans, même si ça augmente, on a eu des augmentations d'une année sur l'autre pour les personnes âgées, malgré tout, 95%, vous voyez, 91, 25-34 ans, 84% sur les 35-49 ans, et ce sont des gros consommateurs, là, c'est vraiment les cibles du tourisme, ils sont internautes, 50-64 ans, 67%. Voilà. Alors, et puis oui, tout en bas, comme tout à l'heure, le poids de cette population, donc vous voyez, parmi les internautes. Donc en fait, les jeunes, c'est 95%, qui sont connectés, mais ils ne représentent entre guillemets que 20% de la population, les 25-34 ans, 19% de la population des 15 ans et plus, les 35-49 ans, 29%. Voilà, donc ça permet aussi de relativiser. Alors, maintenant, les internautes partis. Donc on n'est toujours pas dans le e-tourisme au sens propre, c'est-à-dire préparation, réservation en ligne. On est dans un taux d'internautes par âge, et là, on est dans le statut d'être internaute quand on part. Donc, chez les partis, il y a 82% de personnes qui ont le statut d'être internaute. 82%. Donc, c'est très important, parce qu'on va voir, il y a une différence par rapport à ceux qui ont préparé ou réservé, mais c'est très important parce que ça veut dire que quand vous faites quelque chose en ligne, même si la personne ne s'est pas encore connectée ou autre, vous avez potentiellement 82% de chances de la toucher, puisqu'elle a accès à Internet. 82%, c'est énorme. Voilà. Bon, ça veut dire que 18% ne sont pas internautes et qu'il ne faut pas les laisser de côté, sinon on accentuerait une fracture numérique qui est déjà existante et importante aussi pour le départ en vacances. Mais c'est pour ça aussi, pour revenir au tout début, quand on fait une étude, on part du français et du face-à-face à domicile pour trouver ces 18%, parce que si on interrogeait avec des internautes, on aurait des biais, et notamment une surconsommation. Donc il faut faire attention, effectivement, au niveau des échantillons. Mais au-delà de ça, voilà, 82%, c'est quand même un taux énorme, parce que vous voyez, en 2004, on était à 54%, donc là aussi la progression. Et on en vient justement à la préparation des séjours sur Internet. Donc, ça a été évoqué tout à l'heure, mais 53%, et vous allez voir, les chiffres changent selon les bases, 53% des Français partis ont préparé entièrement sur Internet, oui, leur séjour pour l'année 2010. Ça fait près de 17 millions de personnes. On était là aussi en 2003 à 21%, donc vous voyez le gap qui a été franchi. La hausse continue et logique. On a eu en plus une hausse très importante entre 2009 et 2010. Logique parce que quand on atteint une taille critique de ce type, eh bien forcément ça encourage aussi les acteurs à avoir des sites de qualité, avec une bonne ergonomie, une bonne navigation, donc intuitive, avec beaucoup plus de multimédia, photos, vidéos, des gens qui racontent leur séjour, avec donc tout ce qui peut être avis, tout ce qui peut être réseau social en accompagnement de communicationnel. Et donc tout ça, c'est en train de encore plus faire prendre la mayonnaise interactive, puisque on est, encore une fois, près de 17 millions. Quand on reprend ces 17 millions de personnes, mais en les mettant sur d'autres bases, c'est-à-dire que 53%, c'est sur les Français partis, l'ensemble des Français partis, c'est-à-dire 32 millions. Quand on regarde ce pourcentage sur les internautes partis, on est à 64%. Donc vous voyez que, malgré tout, 36%
des internautes partis n'ont pas préparé en ligne. Mais donc 64% l'ont fait. Les 36% qui ne l'ont pas fait, ce n'est pas forcément que ça ne leur convenait pas ou autre, c'est que tout simplement, s'ils partent en hébergement non marchand avec leur véhicule personnel, ils n'ont pas besoin d'aller se connecter. Mais en tout cas, 64% des internautes partis, c'est quand même énorme, qui ont préparé en ligne. Et quand vous prenez cette proportion et vous la ramenez à ceux qui sont partis en long séjour marchand, c'est-à-dire là où on a pris de l'hébergement, on est à 78%. Donc vous voyez l'importance, évidemment, d'être en ligne pour les acteurs. Alors justement, quand on prépare, eh bien, on demande l'avis d'autres personnes. Vous savez qu'il y a beaucoup de débats actuellement sur les avis. Il y a eu une enquête de la DGCCRF avec 5, en tout cas, dossiers instruits. Frédéric Lefebvre a également demandé à ce qu'on se penche sur ce dossier. Il y a des commissions qui ont été créées. L'AFNOR travaille sur des référentiels, etc. Ce qu'il faut bien retenir dans les avis, si jamais évidemment vous les mettez en place, c'est qu'il faut que ce soit des clients qui répondent, parce que sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Donc des clients, il faut, deuxième règle, que ce soit modéré. Il est absolument indispensable de modérer les avis. Ce n'est pas pour une question du tout de censure, c'est tout simplement pour que l'avis soit négatif ou positif, bien entendu, on le mette, mais que, évidemment, ça respecte toutes les règles et les lois en vigueur, non-diffamation, bonne mœurs, etc. Et puis surtout que ça apporte de la valeur ajoutée en termes de compréhension du séjour. Ce n'est pas tant pour se défouler sur telle ou telle personne chez qui on serait allé. Ce n'est pas ça. C'est vraiment l'avis constructif, négatif ou positif, encore une fois, mais qui permet de mieux comprendre une action, une prestation, une activité de loisir ou autre. Donc ces règles-là sont importantes parce qu'évidemment, ça permet d'éviter, si possible, les faux avis ou autres qui sont totalement minoritaires, mais qui existent et qui peuvent être du parasitisme commercial, notamment que ce sont des prestataires qui les font entre eux. Donc, il y a même des gens qui réservent des chambres dans leur propre hôtel via une plateforme que je ne nommerai pas, pour pouvoir avoir l'occasion de donner un avis. Je veux dire, ça devient quand même assez ubuesque. Heureusement, je dis c'est totalement minoritaire. Il faut voir qu'il y a des grandes masses d'avis et que statistiquement, finalement, cette somme de subjectivité, parce qu'un avis c'est quelque chose de subjectif, permet au total de rendre totalement minoritaire les avis qui seraient, entre guillemets, créés à dessein. Alors, pourquoi c'est quand même un sujet qui est important et sur lequel, fort heureusement, tout le monde se penche ? Parce qu'évidemment, il y a des plateformes qui vivent de cela, et donc c'est la commercialisation également des avis et des flux donc en clics vendus qui fait aussi ce phénomène. Mais 74% des Français qui ont préparé en ligne ont lu des avis. Donc vous voyez que c'est un phénomène majeur, donc 12,4 millions, et surtout ceux qui les ont lus, il y en a 63% qui ont été influencés. Donc la puissance de l'avis est là. Parce que écouter quelque chose que quelqu'un d'autre a vécu s'il a été client apporte une valeur ajoutée subjective. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va prendre ça au pied de la lettre, puisque quand on interroge les gens, ils nous disent « Mais attendez, moi je prends quand même du recul, je lis, je compare ». Il faut quand même savoir que l'Internet a cette extraordinaire capacité de pouvoir nous laisser finalement en ligne, par un simple clic sans se déplacer, contrôler, au sens positif du terme, tout ce qui existe. C'est-à-dire qu'on peut zoomer, on peut aller voir, aller sur Street View si c'est un hôtel en ville ou autre. On peut tout voir. Donc on peut aller voir aussi les informations de l'Office de tourisme, du CDT, du CRT, écouter le prestataire lui-même, etc. Donc tous les moyens sont possibles et d'ailleurs l'internaute les saisit. Il passe beaucoup de temps à préparer les séjours et c'est parce que c'est un investissement pour eux important. Ils vont se déplacer souvent avec la famille, ils veulent réussir leurs vacances, ils les réussissent au total, mais cet investissement-là, ils le consacrent parce que c'est important. Voilà, donc l'importance des avis. Alors maintenant, la réservation des séjours en ligne. Alors, on est à plus de 12 millions pour l'année 2010 qui ont entièrement réservé en ligne, c'est-à-dire qu'ils ont fait une réservation ferme, par numéro de carte bleue, PayPal ou autre, mais en tout cas qui ont fait une réservation ferme. Donc, il y a du bienvenue à la ferme aussi dedans. Il y a donc pour 2010 38% qui ont réservé sur les Français partis entièrement en ligne, donc plus de 12 millions. Regardez là aussi le phénomène majeur, et c'est pour ça l'importance de mettre que tout le monde en réservation en ligne, parce que alors la différence entre 38% des Français et 53%, vous voyez que c'est une différence importante. Encore une fois, il y a effectivement, parce que beaucoup d'acteurs n'ont pas de module de réservation en ligne,
Il y a aussi un problème parfois de confiance et de sécurité, en tout cas vécu par la personne qui réserve, parce qu'il n'est pas réellement là, le problème de sécurité, par rapport à d'autres moyens, je veux dire, il n'y en a quasiment pas de problème, mais surtout parce que ceux qui ont préparé ont pu après partir en non marchand et avec leur véhicule personnel. Donc de toute façon, il faut atténuer cette différence en tant que telle en disant ah ben, il y a tant de personnes. Non, il y a quand même ce phénomène qu'on n'a pas besoin de in fine réserver. Mais en tout cas, déjà plus de 12 millions, c'est très important. Le vecteur numéro 1, qui est le type de prestation numéro 1 qui est réservé en ligne, ce n'est pas le transport, par la force des choses, puisque 80% prennent leur véhicule, c'est l'hébergement. L'hébergement, c'est vraiment depuis des années le numéro 1 dans la réservation en ligne. Numéro 1. Et puis vous avez vu tout à l'heure le poids de l'achat en direct pour les départs en France, pour les Français, c'était 65%. Quand on ramène cette population qui réserve, donc 38% des Français partis, aux internautes partis, on est à 46% des internautes partis. Vous vous souvenez, c'était 82% des partants avaient le statut d'internaute. Eh bien, 46% des internautes partis, donc, ont réservé entièrement en ligne. C'est énorme, puisqu'on va approcher certainement les 50% l'année 2011, ou voire les dépasser. Et pour ceux qui sont partis en long séjour marchand, donc il y avait un hébergement marchand, on est à 59%. Donc là aussi, c'est un phénomène majeur qui est là et dont il faut tenir compte, en tout cas pour qu'il n'y ait pas de rupture de chaîne entre l'information préalable de séduction et pratique. Ok, on a envie d'y aller. Communication éventuelle par mail, par formulaire, par réseau social avec le prestataire. Et puis après, la réservation en tant que telle. Et puis l'après-réservation, c'est-à-dire on va raconter ses vacances, on va déposer des avis, on va faire du communautarisme et de l'affinitaire, de la tribu. Ça, c'est après ou avant. Et donc, c'est un long chemin, une longue traîne qu'on peut dire touristique, et c'est quand même quelque chose d'extrêmement passionnant à suivre. Et vous voyez du coup le taux de conversion entre la préparation, malgré le fait, encore une fois, qu'il y ait beaucoup de départ en véhicule personnel et de non marchand, malgré tout, on est en taux de conversion, le rapport entre préparant-réservant à 72%. C'est un taux extrêmement important. Ça veut dire que la confiance est là. C'est ça qui est important. Bon, maintenant, alors la confiance est là, mais c'est vrai que les Français nous disent, 66% nous disent, on fait attention à la marque. Et donc du coup, là aussi, très important que les territoires aient toujours ces informations objectives, disons, entre guillemets officielles, surtout pour les étrangers, parce qu'ils attendent beaucoup d'avoir effectivement toute cette masse d'informations qu'on peut trouver maintenant facilement en ligne, mais également d'avoir des points de repère entre guillemets institutionnels, en tout cas qui permettent d'avoir peut-être une vision plus objective d'une région, d'un département, d'une ville. Donc c'est important d'avoir tout ceci organisé parfois par étoile, par qualité, avec par exemple qualité tourisme, ou par d'autres critères, par d'autres labels qui permettent de s'y retrouver quand on prépare soi-même dans toutes les prestations qui existent. Alors justement, au niveau de la mobilité, on a mesuré la mobilité donc, depuis 2 ans, puisqu'évidemment c'est également un phénomène majeur qui est en train de prendre une importance capitale. Alors ce n'est pas la même utilisation que l'Internet, disons, sur PC, puisque ce n'est pas fixe forcément, puisque le Wi-Fi on l'a pratiquement partout, mais en tout cas pour l'Internet mobile, c'est pour le moment énormément d'accompagnement. C'est-à-dire on a des besoins précis, on est à un endroit, la météo est changeante, les enfants ont envie de faire quelque chose, il y a une activité de loisir qu'on aimerait faire aujourd'hui et pas demain, il y a peut-être un musée ou un château à visiter, et bien donc c'est d'avoir la disponibilité, cette ubiquité de l'information, sans forcément se trimballer évidemment un PC, même si c'est un notebook, et l'avoir dans la poche. Avec, par contre, ce que nous disent évidemment les Français, la difficulté de pouvoir lire les informations sur des tout petits écrans. C'est ce qui les gêne le plus, c'est la petitesse évidemment de l'information disponible. Et la tablette est encore trop importante. Et puis ils ne peuvent pas partir avec tout non plus. Donc il y aura forcément des choix qui vont se faire dans les médias, qui vont permettre en tout cas d'accéder à toutes ces informations en ligne et en temps réel. Alors, vous voyez là l'importance de la... Alors, on a étudié ça sur les internautes préparants, parce qu'on s'est dit on va prendre vraiment des cibles de gens qui sont déjà en train de préparer en ligne. Alors, je vous rappelle le chiffre, c'est près de 17 millions de Français en 2010.
Sur les internautes préparants, il y en avait plus de 10 millions qui avaient un portable qui donnait accès à Internet. Voilà, donc ça a dû augmenter évidemment forcément, parce que si vous voulez, c'est là aussi, c'est la poule et l'œuf, c'est-à-dire qu'il y a une demande, qui a été énormément boostée évidemment par l'ergonomie qui a été créée par Steve Jobs. Et donc les acteurs, les opérateurs ont pris la balle au bond et maintenant on crée de plus en plus des triple play ou des quadruple play en termes de forfait, ce qui a démocratisé l'accès, etc., etc. Donc on est dans un cercle vertueux de ce point de vue-là. Évidemment, ça va augmenter énormément. Donc au niveau des portables, parce qu'il n'y a pas que l'iPhone ou le Galaxy 2 blanc ou autre, mais en tout cas il y a plein de portables de Nokia et autres, il y a plein de portables qui permettent d'accéder à Internet, pas forcément non plus avec la vitesse que l'on souhaiterait, mais en tout cas il y avait plus de 10 millions de personnes qui avaient un téléphone qui donnait accès à Internet. Et puis il y en a, vous voyez, près de 20% qui ont préparé quand même, en complément de l'Internet fixe, enfin non, l'Internet pas fixe, non, sur PC, qui ont préparé sur le mobile, 20%. Surtout, ils nous ont dit, pour compléter une information qu'ils avaient vue au préalable, ou parce qu'ils étaient en train de discuter avec les amis ou la famille pour préparer, ou les collègues de travail pour autre chose, et puis du coup, ils accèdent, ils regardent tout de suite. Donc c'est cette immédiateté, cette instantanéité qui est vraiment mise en avant le plus, avec des applications très simples à utiliser. Ils nous ont dit d'ailleurs qu'ils avaient téléchargé beaucoup d'applications, qu'ils ont beaucoup enlevé aussi pour rester sur des choses assez précises. Mais surtout, vous voyez, le dernier chiffre qui est très intéressant, c'est que les 20% qui ont préparé, 84% trouvaient cela pratique. Donc on est vraiment dans un cercle vertueux. Voilà. Et ça prouve que ça ne peut que continuer. Donc je suis pile dans le temps. Donc merci de votre attention et puis évidemment à votre disposition. Merci Guy, donc effectivement le timing était parfait. Alors effectivement, on a un petit souci de Wi-Fi, 200 connexions simultanées maximum et vous êtes plus de 200 à vouloir l'utiliser. En tout cas, moi je suis connecté, ça passe très bien maintenant. Donc il y a quelques chanceux, a priori, 200, pour qui ça passe très très bien. Alors on va passer au service après-vente, donc moins de questions, surtout des commentaires, à part ce problème de Wi-Fi qui a été longuement évoqué pendant les premières minutes. Jean-Luc, Pierre ? Oui, alors pas mal de commentaires sur les chiffres, retweetés. Une première considération générale, 38 millions de Français utilisent Internet. Est-ce qu'il n'y aurait pas un marché pour le tourisme là-dedans? Donc c'était une considération tout à fait intéressante. Et puis il y avait pas mal d'attentes au niveau du tourisme mobile. Alors on peut peut-être demander à Guy si vous voyez l'évolution de la mobilité, est-ce que c'est plus sur la réservation que ça se joue ou sur l'utilisation sur le lieu de séjour? En fait, les deux. Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'au niveau des voyageurs d'affaires, par exemple, ils utilisent énormément le mobile quand ils sont en déplacement, en itinérance, ce qui est moins le cas pour le Français quand il est en vacances, puisqu'on sait que 80% des Français, quand ils sont sur le lieu de séjour, bougent, mais ils restent sur un point d'attache. Et donc c'est différent. Par contre, le voyageur d'affaires, lui, utilise énormément la réservation, restaurant, hôtel, etc. Donc moins, nettement moins pour le... Par contre, en termes d'accompagnement, oui. Là, on sent une très très forte demande de la part des Français sur qu'est-ce qu'on fait là. C'est-à-dire, par exemple, ce matin, on sort de l'hôtel, on découvre ce magnifique balcon sur les Pyrénées, il y a un petit peu de nuages, on dit c'est peut-être pas aujourd'hui, on va faire, je sais pas, de la randonnée si on est en vacances, ce qui n'est pas le cas, mais en tout cas, par contre, si demain ça se dégage, etc. Donc, c'est cette notion d'accompagnement continuel, dans la poche, facile d'accéder, s'il n'y a pas de zone blanche en tout cas, pour pouvoir avoir une information utile en temps réel. Donc ça, certainement, ces services-là, qui vont être ceux de l'accompagnement, et d'ailleurs que beaucoup d'institutionnels ont commencé à préparer, c'est certainement une voie d'avenir très importante, parce qu'on est en mouvance et on a envie de réussir. On n'a pas envie de perdre une seule demi-journée à attendre comme on faisait avant, enfermé parce qu'il pleut. On va chercher des activités qu'on peut faire parce que c'est couvert. Et ça permet d'accéder. Surtout que vous avez vu la complexité. Des fois, il y a des horaires différents, il y a des tarifs différents. Donc ça permet d'avoir cette information actualisée en temps réel. Alors d'accord, pas d'autres chiffres sur le mobile que ce que vous avez donné, parce que là, il y a une forte demande. Là, on a déjà donné les 4 chiffres. On va d'ailleurs intégrer dans le prochain baromètre les réseaux sociaux, bien entendu. On attendait que ça prenne un petit peu, parce que vous savez, dans les cycles de vie d'un produit, il faut atteindre un minimum de masse
Par exemple, on a mesuré les réseaux sociaux auprès des agents de voyage. 10% des agents de voyage utilisent les réseaux sociaux. Pour les Français, on était dans en tout cas pour le tourisme, c'était très petit, hein, donc on ne pouvait pas en déterminer une tendance. Ils utilisaient énormément les réseaux sociaux à titre personnel, mais pas pour le tourisme. Donc on l'intégrera pour le prochain. Mais sur la mobilité, voilà les cas de données. Il y en a d'autres sur le type d'appli qui peuvent avoir, mais pour résumer, c'est vraiment de l'accompagnement. D'accord. Alors, une autre question, puisqu'on a beaucoup parlé hier à la journée des animateurs numériques de territoire de convaincre les prestataires, et souvent dans les tweets est revenu, tiens, ça c'est un chiffre intéressant pour convaincre ces prestataires. En revenant des ET7, s'il y avait 3 choses à dire à un prestataire touristique pour le motiver, ce serait quoi, Guy, selon vous ? Je reviens juste une réflexion sur la mobilité. Ce qui ressort, c'est l'accompagnement, mais c'est sur les aspects pratiques. C'est-à-dire que contrairement à ce que l'on voit quand les gens utilisent les PC pour l'Internet touristique, où là ils veulent de la séduction, ils veulent des vidéos, etc., dans l'utilisation du mobile, on est dans du pratique. Ça, il faut faire très attention. On n'est pas dans le même type de contenu. On veut vraiment de l'horaire, du prix, de l'accès, des choses qui permettent de faciliter le voyage. Parce que souvent le 3G ou le Wi-Fi rame. Bon, mais ça, voilà, no comment. Oui, bah, les chiffres principaux, c'est déjà... Enfin, quand on voit quand même que... Je rappelle quand même ce taux qui est absolument incroyable. C'est en fait quelqu'un qui n'a pas de site, potentiellement déjà, il perd 82% de gens qui peuvent y donner accès. C'est quand même quelque chose de phénoménal. Ensuite, quand il a éventuellement un site, mais que ce site n'est pas de qualité, ou alors n'est pas bien référencé, ou autre, parce que là aussi, quelque chose qu'il faut retenir, qui est... Si j'ai une minute, je vais quand même l'exprimer, je l'ai. Bon. Non, mais j'obéis, parce qu'il ne faut pas prendre de retard, je connais avec ma conférence annuelle. Donc cette révolution des mots-clés, c'est vraiment une révolution dans la révolution, parce que au fond, avant, toutes ces brochures qu'il fallait imprimer, diffuser, essayer de rechercher les cibles qui étaient intéressées par telle ou telle petite activité, maintenant tout ça disparaît au profit de ces mots-clés que l'on met en ligne et qui sont évidemment retrouvés en référencement naturel ou payant si on en a pris, par les internautes en tapant des requêtes, il ne faut pas l'oublier, qui sont de plus en plus longues. La moyenne est de plus de 5 mots maintenant dans les requêtes dans le tourisme. C'est-à-dire que vraiment des requêtes de plus en plus, des requêtes de plus en plus fines pour aboutir à des réponses fines. Parce que sinon on a trop de réponses, on ne les regarde pas. Vous savez que les gens s'en tiennent aux 2 premières pages du moteur de recherche, pour ne pas le nommer, puisque de toute façon il est très largement monopolistiquement là. Mais ça veut dire que ces mots-clés, c'est une richesse absolument incroyable de la part de tout OT, de tout acteur, de tout territoire, à mettre constamment en ligne. Et ça peut être un parcours littéraire, ça peut être quelqu'un qui a créé quelque chose dans la région. C'est tout ce qui peut être possible, imaginable. C'est de la pédagogie, c'est du familial, c'est du sport, de l'abbaye, du château, de l'église, des peintures. Tout ça, c'est une richesse incroyable. Et du coup, en le mettant en mots-clés, coût de diffusion proche de 0, entre guillemets, par rapport à la plaquette, c'est toujours à jour. Et du coup, le touriste va retrouver dans ses requêtes les réponses qu'il souhaite de manière personnalisée, parce que le touriste souhaite de plus en plus des séjours personnalisés, thématisés. Et donc ça, c'est vraiment un aspect de travail sur les contenus qui est très important, s'il faut retenir une deuxième chose. Et puis évidemment, la troisième, c'est d'être à la fois, si possible, sur l'Internet, évidemment, par PC, parce que c'est le socle. Si on n'a pas un bon site, si on fait par exemple du réseau social sans avoir au préalable un site internet qui soit de qualité en termes de séduction et praticité, de réponse, de produits, parce qu'au fond, ça a été dit tout à l'heure par le vice-président, il faut qu'il y ait des bons produits aussi touristiques. On peut faire tout ce qu'on veut en ligne, si on n'a pas de bons produits, on ne vendra pas. Donc la base, c'est quand même le produit, la qualité de ce produit. Ensuite, effectivement, le site internet totalement indispensable. Et puis après, c'est de la communication évidemment à côté, qui enrichit tous ces contenus, mais in fine, les gens réservent sur le site, parce que là, il y a toutes les procédures qu'il faut pour. Et donc, il faut essayer de faire des incursions, bien entendu, en termes de communicationnel sur les réseaux sociaux. Et puis, finalement, aussi, c'est l'accompagnement par la mobilité. Donc, ça fait beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est ce prix-là aussi, maintenant, pour être présent
auprès de l'ensemble des touristes. Et n'oublions pas les 77 millions de touristes étrangers qui viennent nous voir quand même chaque année, qui sont très fortement connectés, notamment en Europe du Nord. Vous comprenez maintenant pourquoi Guy est toujours aussi jeune. Les minutes de Guy durent 10 minutes. Non. Merci Guy. Il est pile 11h30. On a quelques questions aussi. On a qui démarré en remontent. 3 minutes. Oui, mais... On a quelques questions qui remontent sur... en résumé, est-ce que la technologie ne va pas trop vite par rapport à mes prestataires? De dire, entre autres, il y a un tweet qui est passé, moi j'arrive à l'hôtel à Pau, 10 minutes avant, je ne sais pas que je vais dormir à Pau, je réserve via Booking, il n'y a pas de problème, c'est bon. J'arrive 10 minutes après à l'hôtel, l'hôtelier il n'a rien compris parce qu'il ne sait même pas qu'on peut réserver 10 minutes avant. Oui, enfin l'hôtelier, il sait quand même qu'il est sur Booking, parce qu'il est obligé de donner un allotement à Booking, et donc oui, j'espère. Même si c'est une chaîne, ils sont obligés de garder des chambres pour qu'il y ait un allotement. Donc c'est pour ça que par exemple le Continental où on est, il n'y avait plus de place sur Booking, mais en passant par l'office de tourisme, il y en avait, parce que c'est vraiment le jeu des allottements. Donc aller trop vite, si c'est pour réserver un hôtel, à la limite c'est pas trop gênant. Après, il ne faut pas en oublier effectivement la présentation d'un territoire, parce que sinon on passe à côté de beaucoup de choses, et bien au contraire, dans cette notion qu'on évoquait d'accompagnement sur le mobile, c'est une extraordinaire chance pour les territoires pour mieux le valoriser. Parce que si vous voulez, on est dans la niche. On est dans une somme de niches pour la réussite d'un territoire. On n'est pas dans l'éternelle chose à voir, ou comme pour le Louvre, pour imager la Joconde. C'est pas ça le tourisme. C'est de se balader dans l'ensemble du Louvre en plusieurs jours, mais de découvrir la richesse extraordinaire de tout le patrimoine qu'il y a dans ce musée. Et c'est exactement la même chose pour un territoire. C'est-à-dire qu'il faut donner envie d'aller chercher, voir, et au contraire, justement, la possibilité d'accéder à une réservation last minute, enfin en dernière minute, puisque last minute c'est une marque, c'est un atout. Mais il faut savoir l'orchestrer en disant, c'est pas du zapping qu'on propose, c'est de l'orchestration d'informations de dernière minute. Bon, il y avait d'autres questions, mais c'est vrai qu'on pourrait y passer la journée. Moi, je voulais juste dire un truc. Il y a quelqu'un dans la salle là, qui est de Kaisersberg qui dit un bus, c'est un avion sans ailes, donc il se reconnaîtra. Je crois que Guy, lui, il a donné une autre définition. Une navette, c'est beaucoup de personnes qui font du covoiturage. C'est pas mal, en fait. La RATP, donc, fait du covoiturage. Hier soir, c'était un peu spécial, parce qu'il a fallu négocier avec le chauffeur. Juste deux requêtes par rapport à Guy. Une, surtout, c'est il faut un compte Twitter pour Guy, parce que tout le monde voulait vous citer dans les tweets et chercher désespérément sur Twitter. Mais où est Guy Rafour? Alors, est-ce que pour les ET8, il y aura un compte Twitter de Guy Rafour? J'y pense. Non, mais c'est une stratégie de communication. Je crois que tout le monde en a. D'abord, j'aime beaucoup faire des conférences, parce que ça permet d'échanger. Et donc, je fais quand même une vingtaine par an. Il y a notre CD-ROM, il y a toutes les données. Et puis la presse. J'aime beaucoup la presse parce qu'ils prennent du recul, parce qu'ils discutent, ils comparent, ils analysent. Voilà, donc la presse, il y avait un article ce matin dans Sud-Ouest. Mais le tweet, le compte Twitter, il faut que je le mette au point. Allez, un compte Twitter et un smartphone pour Guy Rafour. Vous pouvez cotiser à la sortie. Je l'ai, le smartphone. Merci à tous. Merci Guy. Au revoir.